regard de ces annonces de grève annoncées, donc faites par les partenaires sociaux, certains partenaires sociaux de votre ministère. Je veux parler de la CONACYCED et du Sénat. On va revenir dans cette émission sur les principales revendications de ces partenaires sociaux du ministère de l'Éducation nationale. Mais campons d'abord le décor, allons droit au but en ce qui concerne cette rentrée des classes avec, bien sûr, une question importante, c'est celle de la gestion de la rentrée de ces élèves qui sortent du primaire et qui, pour la première fois, vont donc gagner le secondaire. Je veux parler des élèves de classe de 6e. Vous aviez annoncé à certains de nos confrères que cette population d'élèves qui ont donc basculé du primaire au secondaire serait compris entre 36 000 et 45 000 élèves. Alors, quelle politique le ministère de l'Éducation nationale a-t-il mis en place pour gérer de façon concrète cette rentrée des classes des élèves de classe de 6e? Bien, je voudrais sincèrement vous remercier. Vous remercier de me donner la parole et de me permettre de m'adresser à tous nos compatriotes. Télé Africa est suivi non seulement au Gabon, mais également à l'extérieur du pays. Et donc, j'ai envie de passer le message d'espoir, le message qui permettrait, en tout cas, qui devrait permettre à tous les parents, à tous les élèves, d'aller sereinement, demain matin, rejoindre leur établissement. Parce que les dispositions nécessaires ont été prises pour permettre, vous l'avez dit vous-même, que tous ces élèves, ces jeunes qui vont aller en 6e, puissent retrouver leur établissement dès demain matin à 7h30 et qu'ils vaquent à leurs occupations d'élèves. Vous avez évoqué également les appels à la grève lancés par certains de nos partenaires sociaux, donc le syndicat CONACYCED notamment. Nous notons simplement qu'ils ont pris eux-mêmes la responsabilité au moment où la rentrée s'amorce, au moment où le gouvernement fait tous les efforts pour répondre aux exigences des cahiers des charges qu'ils ont eux-mêmes mis sur la table, au moment où nous parlons, les vacations sont en train d'être payées. Les bons de caisse de l'ensemble des enseignants concernés, parce qu'il ne s'agit pas de tous les enseignants, c'est uniquement, les vacations concernent uniquement les enseignants qui sont impliqués dans les corrections des examens, voilà, depuis le CEP jusqu'au baccalauréat. Donc, les bons de caisse sont disponibles auprès du secrétaire général du ministère. On va revenir, Monsieur le ministre, si vous me permettez, sur ces grèves annoncées par le Sénat et la CONACYCED, mais évoquons donc cette rentrée des classes et ces milliers d'élèves qui, pour la première fois, arrivent en classe de 6e. Est-ce que ces milliers d'élèves auront une salle de classe demain matin? Mais écoutez, je voudrais d'ailleurs, préciser que nous avons pris le temps nécessaire pour permettre que pour chaque élève dont le nom figure sur une liste affichée, il y ait une place effective dans une salle de classe. Nous avons pris cette année-ci la précaution de permettre que les 48 000 élèves qui sont en 6e dans l'enseignement public cette année-ci soient effectivement à leur place dans les différents établissements qui ont été dédiés à cet effet. Je dis bien 48 000 parce que en dehors, outre les 32 000 à peu près qui sont orientés en classe de 6e, les nouveaux, donc les entrants, il y a malheureusement, il faut le déplorer, à peu près 15 000 à 16 000 redoublants dans nos différents établissements. Et c'est cela qui précisément, nous l'expliquons, mais je crois que peut-être que les gens ne font pas assez attention aux éclairages que nous donnons. Nous avons un taux de redoublement qui avoisine quasiment les 25%. C'est unique dans le système francophone, c'est presque unique au monde. C'est pour cela que nous avons pris aussi la mesure de faire en sorte que cette année-ci, dès cette année-ci, le Gabon, le système éducatif gabonais colle au standard du système francophone. La France elle-même est dans ce système-là, et également tous les autres pays francophones, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, qui ont, depuis à peu près une quinzaine d'années, décidé de passer, disons, de simplifier les coefficients. Là, vous voulez apporter des éléments de réponse pour lutter efficacement contre le phénomène du redoublement. Vous dites qu'il aussi, entre 25 et 30%, c'est certainement le taux de redoublement le plus élevé dans l'espace de l'Afrique francophone ou de la francophonie en général. C'est une horreur pour nos enfants.
hein, voyez-vous. Et c'est cela, c'est tout cela qui complexifie précisément la problématique de l'orientation en classe de 6e. Si nous avons, comme cette année-ci, un afflux massif d'à peu près 30 000 jeunes enfants qui doivent aller en 6e, nous devons compter avec les redoublements. C'est-à-dire que si nous avons une salle de classe qui habituellement reçoit 50 élèves, nous avons à peu près 20 redoublants. Voilà, donc du coup, pour ceux qui arrivent, nous n'avons que 30 places. Hein, vous comprenez? C'est cela le problème. Et ce problème-là, nous avons fait toutes les analyses et nous avons compris d'où venait le problème, c'est-à-dire que le coefficient, et ce diagnostic a été posé depuis plusieurs années. Il n'y avait simplement pas eu la décision qui consistait à dire qu'il faut se pencher sur la question. Depuis 6 mois, depuis le mois de février, 6 mois, 7 mois, nous avons mis en place des commissions qui ont travaillé sur la question, des commissions d'experts, en consultant également des experts internationaux qui nous ont amenés à constater que le problème était au niveau de la forte propension au redoublement découlait précisément, entre autres, de ces coefficients. Vous imaginez qu'un élève qui arrive en 6e, qui vient du primaire, en première année, donc en 6e, il rencontre un coefficient de 6 en mathématiques, de 5 en français. Imaginez donc que cet enfant, s'il a 2 dans le premier devoir en mathématiques, on peut dire que toute son année scolaire est perdue. Elle est perdue complètement, parce qu'on ne peut pas rattraper, ou alors difficilement. S'il a 2 en mathématiques et peut-être 5 ou 6 en français, jusqu'à la fin de l'année, il aura beau faire des efforts, il est voué au redoublement. Et le redoublement ne se limite pas simplement à la reprise de la classe. Le redoublement entraîne d'autres effets, tels que l'abandon, le décrochage scolaire. Et ça, le taux de décrochage scolaire au premier cycle du secondaire, il est très élevé. Il est également très élevé parce que beaucoup d'élèves qui ont eu des mauvaises notes dès les premiers devoirs ne reviennent jamais en janvier. Voyez-vous. Ce sont des constatations que nous avons pu faire, mais cela est scientifique et démontré scientifiquement. C'est pour ça que nous avons pris la mesure du problème et avons décidé de ramener les coefficients aux standards internationaux. Et cette mesure sera effective dès cette rentrée des classes 2016-2017 ? Elle est effective dès demain matin. Alors, vous ramenez ces coefficients à combien ? Mais c'est à 1, c'est un coefficient unique pour l'ensemble des matières. Au premier cycle de l'enseignement secondaire, les élèves ne sont pas spécialistes en 6e, ni en 5e, ni en 4e, ni en 3e. C'est à partir de la seconde qu'ils entrent dans un cycle de spécialité. C'est à ce niveau-là, à ce moment-là, les mathématiques peuvent prendre le coefficient élevé. Est-ce que ça ne peut pas causer le phénomène contraire, c'est-à-dire qu'on a un pays où la majorité des élèves qui sont formés dans les établissements secondaires ont un profil littéraire, on va dire, ce qui s'adonne aux séries scientifiques sont très rares. Est-ce que ça ne va pas poser in fine le phénomène contraire, c'est-à-dire de nous produire davantage des élèves qui sont très forts dans les matières littéraires plutôt que dans les matières scientifiques. Déjà qu'on fait le constat d'un manque criard d'enseignants spécialisés dans le domaine des mathématiques, enseignants gabonais au secondaire. Mais vous savez, dans cette question que vous posez, il y a à la fois les éléments de réponse, les éléments d'appréciation, mais également justement les éléments bloquants, voyez-vous. Parce qu'en vérité, nous avons pu faire le constat que nous pouvons, au Gabon, avoir sur le marché comme enseignants suffisamment de Gabonais, de nationaux, professeurs de mathématiques. Et je puis vous assurer que là, nous avons réussi à recruter à peu près 200 enseignants de mathématiques gabonais. Et nous les mettons là sur le marché dès la rentrée des classes. Cela veut dire que nous avons peut-être simplement sous-estimé notre potentiel, nos capacités pendant plusieurs années. Mais je crois que non, la question des coefficients ne va pas du tout impacter, n'a aucun impact sur le choix de positionnement de tel élève dans les filières scientifiques ou plutôt dans les filières littéraires. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que les élèves vont tout naturellement faire désormais, avec ce coefficient qui part de 6 à 1, vont définitivement faire la croix sur les mathématiques? Ben, pas du tout. Si vous alignez le coefficient des mathématiques sur celui des sciences de la vie et de la terre, par exemple, bon, le choix est vite fait. C'est-à-dire que j'ai 0 en maths, je peux facilement combler avec mes 19 en sciences de vie et de la terre. Mais pas du tout, pas du tout. Les enfants qui rentrent en 6e, en premier cycle de collège, sont dans un cycle d'initiation. On part du primaire et on découvre ce cycle.
Hein, et le cours de mathématiques reste un cours de mathématiques à temps plein. Donc les enseignants de mathématiques, ceux qui enseignent les mathématiques, ceux qui enseignent les sciences, ceux qui enseignent la physique, ceux qui enseignent le français auront leur quota horaire tel qu'il est exprimé dans les programmes officiels. Et simplement, nous allons mettre les inspections en route pour encadrer davantage ces enseignants, ces enseignements-là, et permettre que, à l'arrivée, en classe de 3e, après la classe de 3e, en seconde, il y ait les orientations se fassent de manière correcte. Parce que voyez-vous, un des problèmes que nous avons vécu dans ce pays, et je crois moi-même en mon corps défendant, beaucoup d'entre nous auraient pu finir ingénieurs. Mais simplement, quand on arrive en classe de 4e et de 3e surtout, on décide que si vous avez 12 en mathématiques à la fin de l'année, 12 de moyenne, vous êtes bon pour aller en série littéraire. Et celui qui, si vous avez même 9 ou 10 juste en mathématiques, on choisit la moyenne la plus élevée pour vous orienter. Et ces choses-là, nous sommes obligés de les revoir. Parce que la question n'est... Pendant longtemps, on a même pensé que les Gabonais n'étaient décidément pas doués pour aller faire des études scientifiques, voyez-vous. Ce sont des choses qui ont été dites et qui ont été parfois même soutenues par des lobbies, je sais, des lobbies de professeurs de mathématiques dans notre pays qui ont, je le dis, tout à gagner dans ce système que nous mettons en place. Il n'y a pas de raison, parce que je tiens à le dire également, que nous autres qui sommes là aujourd'hui, parents d'élèves, qui avons un certain vécu, qui avons de la distance par rapport à l'époque où nous étions élèves, je puis vous dire, franchement, M. Pambo, si nous avions été traités comme le sont ces enfants-là, qui affrontent un coefficient de 6 en mathématiques et 5 en français dès la classe de 6e, je ne sais pas si nous serions tous là. Certains de vos détracteurs estiment que le véritable problème se pose au niveau du manque de structures d'accueil. Est-ce que vous pensez que le fait de ramener les coefficients de mathématiques et du français à 1, vous allez peut-être apporter les éléments de réponse par rapport au phénomène du redoublement, mais est-ce que ça règle la question des structures d'accueil? Mais vous savez, dans notre pays, généralement, on aime bien incriminer l'État. C'est l'État qui ne fait pas assez, c'est l'État qui ne fait rien. Mais moi, vous savez, je suis en même temps aussi président de la Confémène. Donc, à ce titre-là, il m'arrive de faire des déplacements dans certains pays membres de la francophonie, donc membres de la Confémène. Et je puis vous assurer que dans les autres pays, on ne construit pas davantage qu'au Gabon. Mais seulement, les phénoménologies que nous observons et la manière dont nous entrons dans le règlement de ces problèmes, ces phénoménologies, nous amènent souvent à opter pour des solutions qui sont pratiquement, je veux dire, des solutions de bras cassés. Moi, je dis non, je ne veux pas du tout faire les choses de cette manière et les voir de cette manière. Il y a, c'est vrai, la question de l'infrastructure. Y en a-t-il assez, y en a-t-il pas assez? Mais ce que j'observe, moi, vous voyez, nous avons mis en route le système de double flux. Ce que nous observons, c'est que Monsieur Pambo, vous ferez le tour avec moi ou allez-y vous-même, les après-midi, dans toute l'étendue du territoire. Si vous allez au lycée national Léomba, à 14h, mais vous avez, au lycée Léomba, nous avons 120 salles de classe. Mais vous avez pratiquement 95 ou 100 salles de classe à partir de 14h qui sont sous-utilisées ou inutilisées. Voyez-vous. Mais dans tous les autres pays, on utilise ces salles de classe à temps plein. Voilà, c'est ça. Et les établissements privés au Gabon, les établissements privés, ceux qui sont réputés performants, utilisent les salles de classe à temps plein, le matin et l'après-midi. Quelle politique sera initiée par le ministère de l'Éducation nationale pour une occupation rationnelle de ces salles de classe? C'est ce que nous avons appelé le phénomène, le double flux. Il est contesté, il est dénoncé par certains et même par des pédagogues. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Voyez-vous, les salles de classe existent. Nous ne les utilisons qu'au tiers de leur potentiel et nous avons décidé de les utiliser de manière plénière. Alors, par exemple, là, pour ceux qui vont en 6e, auront le privilège d'aller en classe le matin. Ceux qui sont dans les classes d'examen, les 3e et les terminales, iront en classe le matin. Et les autres élèves, ça, les chefs d'établissement le diront au travers des emplois du temps qui vont être affichés. Les autres classes, qui sont des classes intermédiaires, elles iront l'après-midi. Ça ne change rien, c'est-à-dire que les élèves auront leurs 5 heures de cours quotidiennes,
sans pour autant qu'il y ait le moindre problème d'occupation des classes. Simplement, j'ai entendu des gens réagir en disant, mais alors on nous ramènerait le système de turnover. Non, ce n'est pas la même chose. Le turnover était un peu plus complexe que ça, hein, c'est-à-dire que l'enfant arrivait à l'école le matin et il devait regarder sur une affiche, ou bien dans son emploi du temps, la classe dans laquelle il fallait aller faire cours. Là, nous avons la 6e, imaginons, 6e 6, hein, 6e ou 6e 5, qui a une classe numérotée B12, mais tous les matins, quand ils viennent en classe, ils sont dans la classe B12. Et puis, il y a la classe de 4e, peut-être G2 ou G3, qui viendrait l'après-midi à 14h et qui irait dans la même salle de classe. Donc, là, nous utilisons de manière plénière, hein, nous mettons en route tout le potentiel que nous disposons. Et nous n'allons pas passer le temps à nous plaindre de ce qu'il n'y a pas assez de salles de classe. Vous savez, ces comportements, c'est pour ça que je parlais de phénoménologie. C'est bien gabonais, hein, c'est notre pays. Moi, je me sens parfaitement à l'aise pour en parler. C'est que chaque fois qu'il y a un problème, on passe le temps à maudire, soit le grand-père, la grand-mère, l'oncle, et ainsi de suite, plutôt que de rechercher la solution. Moi, je suis ministre de l'Éducation nationale. Le président de la République m'a fait l'honneur de me mettre dans cette fonction. À ce poste-là, je dois, bien sûr, exiger, solliciter de mes collègues, du Premier ministre, du Président de la République des moyens afin de répondre aux problèmes, mais je dois aussi, là où je suis, trouver les réponses en regardant, à partir de ce dont je dispose, les réponses que je dois apporter. Ce qui est acquis au travers de l'utilisation, je veux dire, maximale de ce potentiel en infrastructure que nous avons, c'est qu'on n'a plus besoin d'attendre qu'on ait construit 150 salles de classe nouvelles. Hein, parce que les salles de classe, elles existent. Et nous les utilisons. Vous savez, non, je voudrais terminer en disant que, vous savez, quand vous allez dans les pays, les grandes nations, vous allez en France, vous voyez où se trouve la Sorbonne. Hein, ça fait plus de 1000 ans que la Sorbonne est à cet endroit-là. Hein, aujourd'hui, la Sorbonne compte peut-être 150 000 étudiants, mais ils sont là, dans le même périmètre. Comment cela est-il possible? Mais c'est parce qu'on utilise de manière totale, de manière plénière, hein, les salles de classe existantes. Il n'y a pas une salle de classe qui appartienne à telle classe, à tel groupe. On tourne, c'est-à-dire toutes les heures. Voyez. Donc on est là, on est présent dans le même espace, mais on arrive à faire fonctionner cela. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut prendre le problème par l'autre bout en estimant que cette solution de rationalisation des salles de classe que vous appelez double flux est une sorte de finalement, pas de panacée, mais bon, mais de raccourci par rapport au problème qui se pose avec acuité, celui de la construction d'établissements. On se rappelle qu'il faut remonter dans l'histoire, regarder dans le rétroviseur pour retrouver traces de construction ou de véritables politiques de construction d'établissements au Gabon, les fameuses écoles BAD. On se rappelle que le Sénat, avec à sa tête Samuel Ngwangu, avait dû battre le bitume pour que le gouvernement consente finalement à construire ces établissements. Et puis, depuis, on n'a pas observé une véritable mise en branle d'une politique visant à construire des établissements. Le gouvernement de la République est confronté à quel type de problème qui empêcherait la construction d'établissements sur l'ensemble du territoire? Mais je voudrais vous rassurer vous-même et rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Il existe effectivement une politique gouvernementale en matière de construction d'infrastructures scolaires. Mais il faut peut-être préciser, je le dis assez souvent à mes interlocuteurs en ce sens, que nous avons dans le même pays, dans ce Gabon, de nombreux établissements qui ont été construits par l'État et qui sont abandonnés. Nous avons de nombreux établissements dont les travaux ont commencé et dont les travaux ont été abandonnés. Nous avons, dans certaines localités du pays, des établissements qui sont sous-employés, simplement parce que la population gabonaise vient vers Libreville. Il y a un appel d'air vers Libreville, vers Port-Gentil, et c'est pour ça que nous avons chaque année ce phénomène. Parce que le problème de l'insuffisance d'infrastructures se pose fondamentalement, essentiellement à Libreville et à Port-Gentil. Et là, nous le vivons aussi à Mwanda, hein, compte tenu de la transhumance massive de population vers Mwanda, qui est un grand bassin industriel. Nous avons cette année-ci
singulièrement noter que le même problème se posait à Lambaréné, mais à Lambaréné pour une raison simple, c'est que nous avons très peu d'établissements publics. Et nous notons également à Lambaréné, en fait, la baisse de potentiel d'accueil des établissements confessionnels qui traditionnellement offraient suffisamment de place aux jeunes enfants entrant en 6e. Disons qu'en termes de programmation, nous avons là un financement qui est disponible, hein, parce que nous avons un partenaire qui nous apporte un financement conséquent pour construire des salles de classe. Mais on peut en parler. Oui, on peut. Il s'agit de l'AFD. Voilà. Il s'agit de l'AFD. 100 milliards de francs CFA, c'est voilà, qui devrait nous permettre justement de régler cette problématique pour les prochaines années. Mais c'est un financement qui est disponible, qui est affecté à la construction d'établissements à Libreville et à Port-Gentil. L'objectif, ce n'est pas de construire dans tous les sens, d'agrandir le lycée Léon Mba ou tout autre établissement. Il s'agit surtout d'amener l'école à proximité des familles. C'est cela, en fait, l'objectif. C'est-à-dire que, grâce à ce programme, nous pourrions très prochainement avoir des collèges d'enseignement secondaire au cœur des quartiers. Bon, mais vous savez, je vais vous dire qu'au-delà de la disponibilité des moyens, se pose un autre problème, et ça c'est un problème très gabonais, je le dis en regardant mes compatriotes en face, que nous avons du mal à trouver des terrains, justement au cœur des quartiers. Nous avons fait ce travail, cela fait 1 an que nous courons à travers le pays, enfin à travers Libreville et à travers Port-Gentil pour trouver ces terrains. C'est souvent difficile. Et chaque fois que nous avons un terrain qui était affecté déjà depuis plusieurs années à l'éducation nationale, ce que nous avons observé, c'est que dès qu'on installe les panneaux, dès le lendemain, quand on revient, mais nos compatriotes commencent à y élever des maisons. Il y a à Port-Gentil, par exemple, sur un terrain dans la zone des Sans-Manguiers, un terrain qui appartient à l'éducation nationale, sur lequel nous avons programmé la construction d'un complexe scolaire, donc une école primaire et un collège. Mais il y a un compatriote qui, en l'espace d'1 mois, nuit et jour, a construit un bâtiment qui est aujourd'hui achevé. Mais est-ce que ça veut dire que l'État reste finalement faible face à des compatriotes qui s'érigent contre ce que vous voulez mener en termes de construction d'établissements? Non, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est récurrent dans notre pays. Hein, nous prenons toutes les mesures. Ceux qui se comportent comme cela verront simplement l'État prendre ses responsabilités parce que ces bâtiments seront démolis. Ils seront démolis. Le terrain appartient. Il est affecté officiellement à l'État. Donc nous avons l'État le droit de préemption et surtout qu'il s'agit d'investissements d'ordre social. Les gens se plaignent qu'il n'y ait pas assez d'écoles, qu'on ne construise pas assez, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et quand on veut construire, on doit affronter en plus des compatriotes qui s'opposent en fait, à l'effort que l'État veut accomplir. Monsieur le ministre, vous venez parler de ce prêt de l'Agence française de développement, d'un montant estimé à 100 milliards de francs CFA. Vous êtes bien informé, M. Pambo. Je suis journaliste, c'est normal. Oui. Alors donc, 100 milliards de francs CFA qui serait considéré comme une véritable bouée de sauvetage pour le système éducatif gabonais. Alors, à quand va démarrer donc cette campagne de construction de nouveaux établissements? Alors, disons simplement que pour l'instant, ce qui a été fait nous amenait en fait à lever toutes les conditions suspensives. Hein, parce qu'un prêt de ce niveau-là, de ce type-là, est soumis à un certain nombre de conditionnalités. Vendredi dernier, donc il y a 2 jours, nous avons obtenu que la dernière condition suspensive soit levée. Il reste encore quelques petits réglages pour que l'Agence française de développement, qui est disponible, commence à procéder au décaissement, qui seront payés directement par l'AFD aux entreprises. Je précise bien que ce prêt ne passe pas par les services de l'État, pour que l'on commence à soupçonner un tel ou un tel autre. Non. Mais il y a derrière un programme. Nous devrions pouvoir, dans les prochains mois, construire au niveau de Libreville, dans le grand Libreville, depuis donc le Cap, depuis Akanda, bon, puisque ça s'appelle comme ça, depuis Akanda jusqu'à Ntoum, nous devions pouvoir construire une 20aine d'établissements, des complexes scolaires de préférence, c'est-à-dire qu'on met une école et un collège. Et nous devrions également parvenir à réhabiliter peut-être une 15aine, une 20aine d'établissements qui sont dans un état vraiment de délabrement très avancé.
nous espérons simplement que les choses vont démarrer très rapidement et que ce programme se mettra en route et qu'il permettra vraiment de répondre à nos préoccupations. Nous avons l'obligation de faire en sorte que ce financement permette de sortir de l'ornière pour les 10, 15, voire les 20 prochaines années. Mais nous n'arrêterons pas d'explorer les solutions en même temps qui permettent d'amortir les chocs. Comme vous avez pu le constater, nous avons près de 50 000 élèves en 6e cette année-ci. Nous avons de bons espoirs de penser que l'année prochaine, ce chiffre d'entrants en 6e atteindra peut-être dans les 40 000, 45 000 élèves entrants et qui ne viennent pas trouver eux aussi les 25% de redoublants. Parce que c'est cela qui pose problème. Il y a beaucoup de redoublants en 6e, il y a beaucoup de redoublants en 5e. Donc, naturellement, le passage en classe supérieure se fait sous ce format-là, qui est un format très, très préoccupant et très, très désagréable. D'accord. Oui. Vous parlez donc de la construction prochaine d'établissements au nord de la capitale gabonaise, donc dans la commune d'Akanda, mais également sur la route nationale, dans les PK. Dans la commune de Libreville également. Ah oui, absolument. Alors, là où nous avons pu trouver les terrains, c'est-à-dire que là, les constructions vont se faire. Vous estimez, vous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que l'une des solutions qui pourrait emmener également le ministère à pouvoir orienter les élèves qui passent en classe de 6e dans les établissements serait de faire en sorte que ces élèves-là soient finalement orientés dans des écoles qui sont proches de leurs habitations. Est-ce que cette réflexion est aboutie? Vous souhaitez mettre les parents d'élèves à contribution? Mais je l'ai annoncé dans différentes déclarations que j'ai pu faire, et mes collaborateurs également l'ont précisé. Nous avons souhaité que les parents d'élèves participent, contribuent à l'effort de gestion que nous voulons mettre en place afin de permettre de sortir justement de tous ces problèmes que nous avons. Parce qu'au-delà de l'entrée en 6e, au-delà de l'obtention, de la capacité donc à produire des places dans les écoles, il y a que la rentrée des classes est un phénomène qui préoccupe également les usagers de la route. Parce qu'après, il y a des embouteillages, simplement parce qu'il y a une très forte transhumance des enfants d'un quartier à l'autre, d'un extrême à l'autre. La ville de Libreville est étendue sur près ou plus de 40 km, depuis Omendo jusqu'à Kanda. Mais nous avons des enfants dont les parents habitent du côté d'Omendo, qui vont venir jusqu'à Vorbam, au collège, d'autres qui vont aller parfois jusqu'à Mélène, jusqu'à Bikele. Ce sont des choses qui sont anormales, que nous avons voulu arrêter progressivement cette année-ci. À partir de cette année-ci, nous avons commencé à le faire. Maintenant, il faut dire que la collaboration des parents n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais cela tient aussi à notre organisation sociétale. Il faut dire qu'un enfant peut être chez son géniteur cette année-ci, et puis l'année suivante se retrouver chez l'oncle ou chez le cousin, ainsi de suite. Et donc, cette transhumance permanente ne permet pas de faciliter. Les parents estiment aussi que tous les établissements publics n'offrent peut-être pas les mêmes conditions d'apprentissage. Il y a des lycées publics qui ont la réputation d'être des lycées où l'enseignement est de qualité, et d'autre part, est-ce que c'est pas ça finalement qui fait qu'un parent dit je n'enverrai pas mon enfant en 6e à X endroit, mais plutôt à Y? Ça y participe. Je crois qu'il y a toutes ces mythologies-là également. Généralement, ce qui se passe, c'est quoi? On procède par mimétisme. Le père a été élève au lycée Léon-Bas, il estime que c'était très bien, c'était le meilleur. Vous savez, nous, même quand nous étions élèves, il y avait cette revendication permanente d'être élève du meilleur établissement dans un certain nombre de domaines. Bon, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'enseignement public au Gabon est de qualité. Parce que nous avons des enseignants qui sont bien formés, que ce soit à l'école primaire ou dans le secondaire. Donc, partout où il y a des enseignants gabonais, formés dans les écoles de formation gabonaise, l'enseignement est de qualité. Bon, maintenant, on peut déplorer ce qui se passe depuis une vingtaine d'années, ce phénomène récurrent d'arrêt des cours, lequel arrêt de cours à l'appel des syndicats peut se faire plus ou moins fortement dans tel établissement plutôt que dans tel autre. C'est cela qui peut peut-être amener à qualifier, à disqualifier ou à requalifier tel ou tel établissement. Mais je crois que les parents doivent comprendre une seule chose, c'est que
partout où il y a de l'enseignement public, il y a de la qualité. Et il y a également dans ce pays des établissements d'enseignement privé qui sont de très bonne qualité. Et donc nous pensons que à ce niveau, les parents doivent aider l'État aussi à les aider. C'est-à-dire que si nous pensons, par exemple, je l'ai dit, que nous avons la zone d'Ovendo, nous ouvrons des établissements dans cette zone d'Ovendo, nous voudrions que les enfants, surtout ceux du premier cycle, n'aient pas à franchir les Akaye pour revenir dans la ville de Libreville. Et nous voudrions également que ceux qui sont dans la zone d'Akanda n'aient pas à franchir l'aéroport pour revenir dans Libreville. Mais qu'au niveau, pour l'instant, dès lors qu'on n'a pas encore réussi à fixer de manière définitive la problématique des salles de classe, disons la problématique de la requalification des lycées en établissements qui n'accueilleraient exclusivement que des élèves de second cycle, donc seconde, première, terminale. Dès lors qu'on n'a pas encore réussi à rentrer dans la mise en œuvre de cette approche-là, alors les élèves de second cycle pourraient encore, eux, transhumer d'un bassin à l'autre. Mais pour ce qui est des élèves de premier cycle, nous voudrions vraiment éviter qu'un enfant dont les parents sont du côté de Ntoum, viennent jusqu'au lycée d'Omba. Alors, vous venez de parler donc de cette politique prochaine de construction de nouveaux établissements sur l'ensemble du territoire, notamment à Libreville et à Port-Gentil. Ça va donc résoudre le problème d'effectifs pléthoriques des structures d'accueil qui font défaut dans notre pays. Et puis, il y a également cette question qui est très récurrente, c'est cette question relative à l'absence ou au nombre insuffisant de tables-bancs dans les lycées et collèges. Il semblerait que le gouvernement soit sur le point d'apporter une solution à ce problème. Bien, merci d'embrayer sur cette question d'équipement. Nous avons effectivement reçu l'appui du président de la République qui a donc pris la décision en accord avec des partenaires économiques établis au Gabon. Donc je citerai le groupe OLAM, qui a donc pris cette décision de faciliter la vie du secteur de l'éducation nationale en obtenant que ce partenaire tienne à la disposition de l'école gabonaise 150 000 tables-bancs. Je suis allé en compagnie de mes collègues en charge du budget, en charge des petites et moyennes entreprises et de la forêt. Je suis donc allé sur la plateforme d'un coq, visiter l'usine qui est en train de fabriquer les tables-bancs. Alors, je crois que les images ont pu parler d'elles-mêmes. Nous avons réussi ainsi à voir comment ces tables sont montées. Nous avons pu mesurer et vérifier que ces tables-bancs existent bel et bien. Et dès demain matin, nous commencerons à faire la livraison des tables-bancs. Chaque semaine, le groupe OLAM mettra à notre disposition et des camions et des tables-bancs que nous allons livrer progressivement dans différents établissements du Gabon. On commencera par Libreville et Port-Gentil et après on ira à l'intérieur du pays. Donc je disais 150 000 tables-bancs, ce qui correspondrait à peu près à nos besoins réels aujourd'hui en termes de quantité et en termes de qualité. Et je crois que là nous devons vraiment rendre un hommage et remercier donc la clairvoyance du président de la République parce que c'était devenu une problématique très gênante. Parce que c'est vrai, lorsque vous entrez dans certaines salles de classe, vous assistez à un spectacle désolant, où la qualité n'est plus au rendez-vous, où la quantité encore moins ne s'impose. Alors donc nous avons là une réponse très pratique à cette problématique des tables-bancs. On vous a vu, monsieur le ministre, sur la plateforme de Nkok, accompagné de quelques membres du gouvernement, dont le ministre du budget, Mathias Otunga aussi Bonjour, mais surtout du ministre des petites et moyennes entreprises, Biendi Maganga Moussavou. Ce que ça veut dire que la présence du ministre des petites et moyennes entreprises. Cette problématique du déplacement des jeunes enfants. Et c'est pour ça que de notre côté, au niveau de l'éducation nationale, nous avons fait tout ce qui est possible, nous faisons tout ce qui est possible, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour éviter que des gamins, je dis, parce que là, quand on parle d'enfants qui vont en 6e, aujourd'hui, M. Pambo, de nombreux enfants, à peu près 15% des enfants qui vont en 6e, ont 8 ans et 9 ans. Ce sont des gamins qui doivent se lever à 4 h du matin pour parcourir des distances importantes. Ce n'est pas tolérable. C'est pour ça que nous avons tout fait pour obtenir que ces enfants qui vont en 6e soient de plus en plus proches
de leur lieu de résidence. C'est une mesure de salubrité publique et puis c'est une mesure également qui rentre parfaitement dans ce postulat d'égalité des chances formulé par le président de la République, chef de l'État. Et nous avons l'obligation d'être dans le partage, dans l'accompagnement. Maintenant, nous sommes en train d'examiner la question du transport des élèves en accord avec la direction générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon, parce que mais pour l'instant, je ne peux pas du tout donner des réponses dès lors que c'est une affaire qui est encore à l'étude, parce qu'il y a nécessairement des solutions, des approches qui pourraient être trouvées à ce niveau. Mais je crois que la question des transports, vous savez aussi que lorsque le gouvernement s'est engagé dans cette approche-là, il y a quelques années, ça s'est terminé souvent par des situations dramatiques. C'est ce qui avait amené le gouvernement, d'ailleurs, entre autres raisons, à arrêter le transport par, on l'appelait la société qui transportait les élèves. Non, c'était la société de transport scolaire. Il y avait à côté de Sotraville, il y avait également une société de transport scolaire qui a dû arrêter parce qu'il y avait le phénomène des cascades, entre autres. Alors, donc, nous devons étudier cette question très sérieusement et les spécialistes sont là pour y travailler. Nous espérons y apporter des réponses très prochainement. Alors, Monsieur le ministre, dans la première partie de notre émission, vous aviez planté le décor, campé le décor de cette rentrée des classes 2016-2017 avec notamment la gestion de ces 45 000 élèves de classe de 6e qui vont découvrir pour la première fois le secondaire. Ensuite, la problématique de la construction des établissements scolaires, des nouvelles écoles avec bien sûr cette aide ou ce prêt de l'Agence française de développement, un prêt de l'Agence française de développement dont le montant est fixé à 100 milliards de francs CFA. Et ensuite, bien sûr, également le problème de tablement, cette plateforme de coq qui va produire 150 000 tablements et un peu plus qui seront donc disséminés sur l'ensemble du territoire. Voilà, évoquons maintenant cet autre phénomène souvent observé à chaque rentrée des classes, c'est bien sûr ces grèves à répétition que vous servent volontiers vos partenaires sociaux, notamment ceux de la CONACYCED et du Sénat. Et voilà qu'ils ont remis ça, bien sûr, à la faveur des assemblées générales tenues par ces structures syndicales. Alors, on va dire pêle-mêle, les revendications principales défendues par ces syndicats, c'est le paiement de la PIP du second semestre de l'année 2015, je crois, c'est le paiement de la prime d'incitation à la fonction enseignante, c'est la prise en compte ou l'octroi des postes budgétaires. On parle de 6 000 postes budgétaires qui doivent être octroyés aux enseignants. Il y a l'organisation des concours professionnels au sein de l'ENES et de l'ENIL. Les syndicats estiment que ce sont là les conditions sine qua non qui doivent être bien sûr solutionnées par le ministère si jamais il devrait reprendre l'établissement, le chemin des écoles. Mais vous voyez, M. Pambo, vous venez là de nous dresser le catalogue des revendications de nos partenaires sociaux. Je voudrais d'abord vous préciser qu'à l'éducation nationale, aujourd'hui, nous avons 23 syndicats. Nous avons face à nous 23 syndicats. Et là, donc, il y a la CONACYCED et le Sénat qui sont en première ligne. Ce sont des compatriotes avec qui nous discutons quand les conditions le permettent. Ce qui avait amené le gouvernement, d'ailleurs, entre autres raisons, à arrêter le transport par, on l'appelait la société qui transportait les élèves. Non, c'était la société de transport scolaire. Il y avait à côté de Sotraville, il y avait également une société de transport scolaire qui a dû arrêter parce qu'il y avait le phénomène des cascades, entre autres. Alors, donc, nous devons étudier cette question très sérieusement et les spécialistes sont là pour y travailler. Nous espérons y apporter des réponses très prochainement. Alors, Monsieur le ministre, dans la première partie de notre émission, vous aviez
planter le décor, camper le décor de cette rentrée des classes 2016-2017 avec notamment la gestion de ces 45 000 élèves de classe de 6e qui vont découvrir pour la première fois le secondaire. Ensuite, la problématique de la construction des établissements scolaires, des nouvelles écoles avec bien sûr cette aide ou ce prêt de l'Agence française de développement, un prêt de l'Agence française de développement dont le montant est fixé à 100 milliards de francs CFA. Et ensuite, bien sûr, également le problème de tablement, cette plateforme de coq qui va produire 150 000 tablements et un peu plus qui seront donc disséminés sur l'ensemble du territoire. Voilà, évoquons maintenant cet autre phénomène souvent observé à chaque rentrée des classes, c'est bien sûr ces grèves à répétition que vous servent volontiers vos partenaires sociaux, notamment ceux de la CONACYCED et du Sénat. Et voilà qu'ils ont remis ça, bien sûr, à la faveur des assemblées générales tenues par ces structures syndicales. Alors, on va dire pêle-mêle, les revendications principales défendues par ces syndicats, c'est le paiement de la PIP du second semestre de l'année 2015, je crois, c'est le paiement de la prime d'incitation à la fonction enseignante, c'est la prise en compte ou l'octroi des postes budgétaires. On parle de 6 000 postes budgétaires qui doivent être octroyés aux enseignants. Il y a l'organisation des concours professionnels au sein de l'ENS et de l'ENIL. Les syndicats estiment que ce sont là des conditions sine qua non qui doivent être bien sûr solutionnées par le ministère si jamais il devrait reprendre l'établissement, le chemin des écoles. Mais vous voyez, M. Pambo, vous venez là de nous dresser le catalogue des revendications de nos partenaires sociaux. Je voudrais d'abord vous préciser qu'à l'éducation nationale, aujourd'hui, nous avons 23 syndicats. Nous avons face à nous 23 syndicats. Et là, donc, il y a la CONACYCED et le Sénat qui sont en première ligne. Ce sont des compatriotes avec qui nous discutons quand les conditions le permettent. Nous avons avec eux des échanges et avec le Sénat, nous nous sommes retrouvés auprès du ministre de la fonction publique en sa qualité de ministre en charge du dialogue social et nous avons fait le tour de toutes ces questions. Dans toutes ces revendications, il y a celles qui relèvent bien sûr naturellement de la carrière des enseignants, de l'amélioration des conditions de vie des enseignants et vous notez bien qu'il y en a très peu qui relèvent vraiment des questions pédagogiques, des aspects pédagogiques. Mais qu'à cela ne tienne, il s'agit de compatriotes qui sont syndicalistes et qui apparaissent comme des partenaires sociaux du ministère de l'Éducation nationale parce qu'ils sont enseignants ou alors personnel d'administration dans le système éducatif gabonais. Je suis d'abord au regret de noter que nous n'avons pas tellement de problématiques qui relèvent de la pédagogie. Mais qu'à cela ne tienne, je commencerai par le concours d'entrée à l'ENS, parce qu'il s'agit de ça. Je crois que la polémique est sur cette question. Nous avons dû prendre, malheureusement, le 24 juin 2016, la décision de reporter le concours d'entrée à l'ENS pour un certain nombre de raisons objectives. Et aussi bien les responsables de la CONACYCED que ceux du Sénat, avec qui nous avons discuté de ces questions, savent que ce concours d'entrée à l'ENS, au moment où on devait l'organiser, était inopportun. Et nous avons pris langue, tous, et pris date pour nous retrouver, nous, membres du gouvernement, autour du Premier ministre, donc le ministre de la fonction publique, qui organise les concours professionnels entre nous. Ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale qui organise les concours professionnels. Donc le ministre de la fonction publique a pris une note demandant le report de ce concours pour des raisons d'ordre pratique. Lesquelles? Mais les raisons, je vais vous les donner. Les raisons, l'ENS est un établissement de formation des enseignants. Depuis quelques années, l'ENS assure des formations de type fondamental. Nous avons besoin d'enseignants. Lorsque nous envoyons des élèves à l'ENS qui sortent des universités, nous avons besoin que ces élèves professeurs apprennent le métier d'enseignant.
Mais s'ils vont à l'ENS pour passer des masters, ils ne sont pas du tout. Hein, c'est-à-dire, l'ENS délivre des CAPES et des CAPC. C'est un débat que nous avons eu à plusieurs reprises. Ça, c'est un problème à la limite qu'on peut régler. On a réussi. Le palmarès de l'ENS qui a été soumis à mon appréciation l'année dernière, ces personnes ont été entièrement recrutées et sont aujourd'hui affectées dans divers établissements du pays. De l'autre côté, l'ENS est un établissement d'enseignement supérieur. Pour quelle raison dit-on que c'est un établissement d'enseignement supérieur? Mais parce que les enseignants, ceux qui interviennent à l'ENS, qui confèrent à l'ENS donc le droit de délivrer des diplômes de type universitaire avec des équivalences universitaires, doivent être parrainés, soutenus, doivent appartenir au corps de l'enseignement supérieur. Le reste de l'ENS est sous la tutelle de l'Éducation nationale. C'est-à-dire le ministre de l'Éducation nationale nomme le directeur général de l'ENS, c'est ce qu'il y a dans les textes. Le ministre de l'Éducation nationale est président du conseil d'administration de l'ENS. C'est le conseil d'administration de l'ENS qui fixe les programmes, qui oriente les activités de cet établissement. Eh bien, depuis bientôt 10 ans, le conseil d'administration de l'ENS n'a pas pu se tenir. Parce que chaque fois, mes prédécesseurs l'ont vécu, moi-même je l'ai vécu l'année dernière, chaque fois qu'on demande à tenir le conseil d'administration de l'ENS, il y a une opposition des enseignants de l'ENS. Voilà. Ce sont des questions qui sont très sérieuses. Lorsque nous envoyons de plus des enseignants, donc des personnels de l'éducation nationale, donc sur la base du concours interne, vous imaginez donc des enseignants qui sont des enseignants du premier degré, qui vont à l'ENS pour passer le stade, disons passer le cap et devenir enseignants du second degré. Nous voudrions que ces enseignants, lorsqu'ils vont à l'ENS, aillent effectivement améliorer leurs compétences et revenir dans le système comme enseignants du second degré et avec des qualifications qui conviennent. Ce n'est pas le cas. Ces questions-là, nous en avons débattu avec les syndicats. Ils savent tous très bien que ces choses-là, ces problèmes-là sont très sérieux. Et nous avons demandé que la problématique de l'ENS, et ma collègue de l'enseignement supérieur est parfaitement au courant de ce dossier, que nous nous asseyions, que nous trouvions les solutions adaptées à la problématique. Le ministère de l'Éducation nationale a besoin d'enseignants. Nous avons besoin d'enseignants. Donc nous avons besoin de l'ENS. Nous ne pouvons donc pas nous détacher du besoin de disposer d'un outil tel que l'ENS. Mais il nous faut ramener l'ENS dans ses missions fondamentales qui consistent en fait à former des enseignants, lesquels enseignants sont mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale. Et puis du concours de l'ENIL? Mais l'ENIL, son concours, c'est fait sans problème. Les écoles normales d'instituteurs ont organisé des concours et les admis vont reprendre leurs cours très bientôt. Donc il n'y a aucun problème au niveau des ENIL, puisque les ENIL sont conformes aux exigences de la loi. Que répondez-vous alors aux partenaires sociaux sur la problématique de l'octroi des 6 000 postes budgétaires? Mais il n'y a pas un débat sur 6 000 postes budgétaires. Chaque jour, nous traitons des dossiers d'intégration, des dossiers de recrutement. Vous savez, nous avons besoin de recruter des enseignants. Alors, s'agit-il des enseignants du pré-primaire? Mais je voudrais peut-être même dire plutôt qu'à cet effet, il y a un problème plutôt contraire. C'est-à-dire que nous avons un trop-plein d'enseignants du pré-primaire. Les syndicalistes qui parlent, les responsables des syndicats, savent très bien que nous avons aujourd'hui recruté tellement d'enseignants du pré-primaire, je dis tellement d'enseignants du pré-primaire, que nous avons quasiment 7 à 8 enseignants pour une classe. Hein? C'est ça le ratio aujourd'hui. Nous devons plutôt regarder cette question en nous mettant d'accord pour... Mais cette question, elle relève de la responsabilité de l'État, du gouvernement, du ministère de la fonction publique. Je ne comprends pas très bien pourquoi ça serait une affaire qui interpellerait essentiellement et exclusivement les syndicats. Hein? Alors, faut-il donc dire que tous les enseignants du pré-primaire sont syndiqués à la CONACYCED? Je ne pense pas. Je crois que nous avons à retrouver un peu de sérénité pour dire que chaque jour qui passe, l'État, le gouvernement, l'administration traitent des questions concernant la vie de l'école, la vie à l'école. Et que les enseignants, dès lors qu'ils sont recrutés, ce sont des agents de l'État, ce sont des enseignants pour le compte de l'État, ce sont des fonctionnaires. Et ces questions-là sont traitées par les canaux
officiels de la fonction publique. Mais le constat qui est fait, c'est qu'à chaque rentrée des classes, à chaque année scolaire, Oui. les mêmes préalables qui sont, ce sont les mêmes préalables qui sont posés sur la table du gouvernement, ce sont les mêmes revendications que les partenaires sociaux mettent en relief. Comment expliquer la lenteur de la satisfaction des préalables des partenaires sociaux du ministère de l'Éducation nationale? Mais monsieur Pambo, vous notez vous-même que depuis 3 jours, on a commencé à payer les vacations. Pourtant, vous avez bien pu constater que malgré cet effort qui a été fait, c'est 3,5 milliards qui ont été consacrés au paiement des vacations. Les vacations consistent à donner aux enseignants qui ont participé aux corrections, disons à la surveillance, à la correction des examens, depuis le CEP jusqu'au baccalauréat, à leur donner une enveloppe, un mandat correspondant au travail qu'ils ont fait. Tout cela est normé. Il ne s'agit pas de tous les enseignants. L'ensemble des enseignants ne rentrent pas dans ce cycle de bénéfices des vacations. Mais c'est 3,5 milliards qui sont payés. Mais à aucun moment, je n'ai vu ou entendu dans les déclarations qui ont été faites par les syndicats qu'il y avait à noter l'effort que le gouvernement a fait de payer ses vacations. Vous savez, je le disais d'ailleurs à certains interlocuteurs syndicaux et autres, depuis lorsque ces problèmes ont commencé à fuser, je disais, mais quand je suis arrivé à la tête de ce département l'année dernière, j'ai trouvé le problème des vacations sur la table. Il a été réglé dans les 2 semaines ou 3 semaines qui suivaient. Donc normalement, ce problème ne devrait même plus jamais figurer dans les revendications, puisque chaque année, il se pose, mais chaque année, il se règle. La question de la PIP ne peut pas être mélangée, confondue avec celle des vacations, parce que la PIP relève d'une décision qui est au niveau général. Voilà. Et elle ne peut pas du tout être considérée comme un préalable pour aller commencer les cours demain matin. Je crois qu'il faut quand même aussi que nous ayons un esprit de méthode qui nous permette de répondre rationnellement aux problèmes qui se posent. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme de la mauvaise foi de la part de certains de vos partenaires sociaux? Non, je préfère ne pas m'engager dans cette voie-là, mais je considère simplement que là, je ne comprends pas très bien la relation qu'il y aurait entre la PIP et la rentrée des classes. Bon, maintenant qu'ils estiment que c'est une raison fondamentale pour ne pas commencer les cours demain, je dis, c'est leur responsabilité. Ce sont des citoyens de ce pays. Ils sont responsables syndicaux, certes, mais ils sont aussi enseignants et donc fonctionnaires. Dès lors qu'ils sont enseignants et fonctionnaires, ils relèvent du statut général de la fonction publique, du statut général des fonctionnaires, des statuts particuliers des enseignants. Monsieur le ministre, est-ce que la posture que vous prenez, c'est la posture du bras de fer, ou vous êtes prêt à laisser votre porte ouverte pour pas du tout. Amorcer le dialogue, un échange avec les partenaires sociaux? Ma porte reste ouverte. Vous savez, nous nous sommes retrouvés autour, je disais tout à l'heure, autour du ministre de la fonction publique lundi dernier. Et en sortant de cette réunion, le ministre de la fonction publique, qui avait d'ailleurs appelé également la CONACYCED, a eu la surprise de noter que la CONACYCED ne s'est pas présentée à cette rencontre. On avait décidé d'un cycle de rencontres autour du ministre en charge du dialogue social. Le Sénat est venu, nous avons fait le tour, nous sommes sortis de là. Le secrétaire général du Sénat a fait une déclaration disant que le gouvernement faisait son travail et qu'il fallait lui accorder quand même un peu de confiance. Et la confiance a fait que, dans le courant de la semaine, conformément à ce qu'a dit ce jour-là le ministre du Budget, les vacations ont été payées. Alors, donc, à partir du moment où il y a des efforts qui sont faits d'un côté, il faut peut-être faire également des efforts de l'autre côté. C'est-à-dire que la négociation, le partenariat social impose que chacun fasse un pas vers l'autre. C'est cela. Alors, le sentiment que j'ai, malheureusement, c'est qu'il y a cette logique de la confrontation qui est permanente. Ce n'est pas bon pour le dialogue social. Il nous faut aller dans le sens d'un règlement progressif des problèmes. Je crois. Parce que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas la vie de Florentin Moussavou. Ce sont les enfants. C'est l'école gabonaise. L'école de nos enfants, l'avenir du Gabon, l'égalité des chances, c'est ça qui est en jeu. Mais on peut, pour cela aussi, de temps à autre, baisser le niveau de nos exigences en disant que l'école, demain c'est la rentrée des classes. On doit tous regarder vers ces enfants qui vont aller donc, dans la curiosité de la découverte, avec une envie, avec une vraie gourmandise d'apprendre, de connaître.
Hein, voilà. Et c'est ça que nous avons l'obligation et la responsabilité de leur apporter. Alors, autre constat également qu'est fait, c'est que ces dernières années, les partenaires sociaux de l'éducation nationale nous ont habitués justement à ces grèves à répétition à chaque rentrée des classes. On a fait le constat malheureusement lors de l'élection présidentielle du 27 août dernier que certains partenaires sociaux du ministère de l'Éducation nationale ont pris fait et cause pour certains leaders de l'opposition gabonaise. Ils ont appelé les populations à voter en faveur d'un leader. Est-ce que vous avez l'impression au niveau du ministère de l'Éducation nationale qu'il y a comme une forme d'instrumentalisation de certains syndicats, de certains partenaires sociaux de votre département ministériel? Mais, Monsieur Pambo, vous savez, je ne vous suivrai pas dans cette voie-là. Non, c'est le constat qui est fait et tous les Gabonais ont pu observer qu'il y a effectivement des leaders syndicaux du ministère de l'Éducation nationale, du monde de l'enseignement qui ont appelé massivement à voter contre le président, l'actuel président de la République. Est-ce que vous n'estimez pas que ces grèves-là qui sont menées, c'est le prolongement de leur prise de position sur le terrain politique? Est-ce que ce n'est pas une façon d'isoler le pouvoir? Mais je disais que je ne vous suivrai pas dans cette voie-là. Je vais peut-être prendre la posture du citoyen en disant simplement que nous sommes un pays ouvert à la démocratie et chacun de nous a la liberté de faire le choix de ses engagements. Mais tout en faisant le choix de ses engagements, nous avons aussi l'obligation d'assumer nos responsabilités. Et lorsqu'on a fait le choix d'être enseignant, la responsabilité qui incombe à l'enseignant, lorsqu'il va le 25 de chaque mois prendre son bulletin de solde, c'est d'enseigner, c'est d'être présent à l'école. Et nous devons nous garder, et c'est ça qui nous tue généralement et qui fait que le pays, on a parfois l'impression que le pays n'avance pas, c'est que nous sommes généralement et régulièrement dans la confusion. Vous savez, moi je fais de la politique, beaucoup de politique, mais je ne confonds pas ma casquette politique. Quand je rentre dans mon bureau, je la laisse de côté. Là, c'est si l'on fait l'amalgame entre les choix de positionnement politique et les choix de positionnement comme militant syndical, donc défenseur des intérêts de la corporation des enseignants, lorsqu'on fait la confusion, là peut justement venir le danger. Alors ce danger peut nous amener parfois à prendre des positions qui sont contrairement disons que sont totalement contraires à l'ambition que l'on vise. Alors, vous savez, les enseignants, je fais partie de ce corps des enseignants. Les enseignants ont des préoccupations, les enseignants ont des problèmes. Tous les jours, c'est un métier qui appelle beaucoup de disponibilité, beaucoup de concentration. Les enseignants, mais ont aussi, parce qu'ils ont fait ce choix-là d'être enseignants, ils ont aussi des responsabilités. Dispenser le savoir, apporter de la connaissance, amener les enfants qui arrivent à l'état brut en classe à acquérir des connaissances, des compétences, à être compétitifs, c'est une responsabilité, mais c'est aussi un agréable devoir. Je crois qu'il faut que nous nous concentrions un peu sur cela. Malheureusement, nous avons le sentiment qu'on est trop souvent dans la confusion et ça, c'est contre-productif pour le métier d'enseignant, qui est un métier noble. Et moi, c'est là-dedans que j'inscris ma démarche et ma réflexion. Monsieur le ministre, on est arrivé quasiment au terme de cette émission. Déjà je voudrais vous laisser le temps de conclure. Sous quel sceau placez-vous cette rentrée des classes 2016-2017? Mais je voudrais, mes chers compatriotes, vous traduire à tous le sentiment du ministre de l'Éducation nationale de la République gabonaise, qui est un sentiment fondé sur l'espérance. Je voudrais donc dire à très haute voix que je place cette année sous le signe de l'espérance. Je veux aussi dire que pour les élèves et les parents d'élèves, il faut aussi envisager de vous engager cette année-ci dans une attitude déterminée, de manière à appuyer les efforts qui sont produits par le gouvernement. Parce que le gouvernement de la République, le président de la République, chef de l'État, ont à cœur, et il l'a dit lui-même tout au long de sa campagne, de consacrer les moyens les plus importants possibles dans l'édification d'un système éducatif performant, compétitif surtout. Et nous avons besoin pour cela que chacun de vous se mobilise. C'est pour ça que je voudrais inviter les parents d'élèves à s'engager résolument dans l'accompagnement
et la défense de l'école gabonaise. Je l'ai souvent dit, l'école gabonaise, l'école de la République, celle qui nous a tous façonnés, celle sans laquelle, moi qui suis là, je ne serais pas là. Et nous tous, nous ne serions peut-être pas là où nous sommes. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Florentin Moussa. Vous êtes donc le ministre de l'Éducation nationale. Merci d'être passé dans l'édition spéciale pour nous faire le point sur cette rentrée des classes 2016-2017 qui aura lieu donc ce 31 octobre sur l'ensemble du territoire. Bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée.